Amis de la Résistance, bonsoir. Ça va Ça va, Totor? Il dit ça va Totor en me regardant. Totor, c'est le diminutif de Victoria. Ah ben oui, très bien. Ça va, Mimi? J'ai décidé de faire une émission un peu branchée ce soir. Alors, il n'aime pas ça du tout. Il m'a regardé. Pas du tout ce genre d'humour. Hein. Bon, alors, oui, la première chose que je dois vous dire, c'est que vous pouvez encore vous inscrire pour le dîner du Libre Journal, auquel vous aurez le plaisir de rencontrer Monsieur Henri de Fersan, ici présent, Monsieur Michel Blanza, ici présent également, mais qui me pardonnera de l'avoir appelé Mimi, parce que vraiment, là, je crois qu'il est absolument accablé. Et puis sans doute le commandant Bunel. Je ne voulais pas proposer mon commandant, mais bien sûr, j'espère que vous vous joindrez à nous si vous êtes disponible ce vendredi-là. Il faudra que je vois mon emploi du temps, qui est un peu compliqué. Bon. Alors donc je reçois ce soir... Mais si vous redonniez la date. Hein? Ah oui, c'est vrai, le 3 mars. Donc le 3 mars à 20h, dans un grand hôtel parisien, extrêmement luxueux, pour un prix totalement dérisoire, puisque 200 francs. Tant dire que, vraiment, sans privé, ça m'arrangerait pas du tout, d'ailleurs, en plus. Et donc, on sera entre amis, on sera pas plus de 300. Et ça sera très sympathique, il y aura des gens bien. Si vous voulez réserver, vous pouvez téléphoner immédiatement à ma petite femme qui a décidé de monter une garde téléphonique extrêmement vigilante. Je l'embrasse d'ailleurs parce qu'elle doit écouter. Et donc vous appelez le 01 45 23 51 01, 01 45 23 51 01. Je le répète encore une fois? Oui. Voilà, 01 45 23 51 01. Quand vous en avez assez, vous m'arrêtez. Stop. Et vous dites, voilà, je voudrais venir dîner. Alors à ce moment-là, on vous dira, il faut envoyer un chèque de 200 francs, chère madame, ou cher monsieur, si vous êtes un monsieur. 4 place France Litz, 75 010 Paris. Et puis voilà, et vous venez dîner. C'est formidable. On sera très bien. C'est je répète, le 3 mars à 20h. Dans un grand hôtel parisien. Voilà. Ça y est, j'ai fait ce que j'avais à faire. Alors je vais faire une autre pub, enfin pas une pub, mais un message, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, pour mille et une raisons, qui est le colonel Moinet, et qui vient de publier chez Arma Communication son livre qui devrait beaucoup intéresser le commandant Bunel, puisque c'est un livre consacré à Saint-Cyr, À genoux les hommes, et qui dédicace... Ouh là là, ça va être difficile. Qui dédicacera... Le colonel Moinet dédicacera ses ouvrages, donc celui-là, et puis Opium Rouge sur l'Indochine et Journal d'une agonie sur la fin d'Oran, à la librairie Duquesne. La librairie Duquesne, c'est l'adresse, Victoria? 27 avenue Duquesne. Elle sait tout Paris. par cœur, est admirable. 27 avenue Duquesne, Paris 7e, samedi prochain 26 février de 14h30 à 19h. Voilà. Et puis je recevrai le colonel Moinet prochainement, quand le commandant Bunel aura lu son livre et qu'il voudra bien venir en parler avec lui. Parce qu'en tant que Saint-Cyrien, vous êtes mieux placé que n'importe qui pour nous dire jeune Saint-Cyrien. Enfin, jeune Saint-Cyrien, il n'y a pas si longtemps que vous étiez encore c'est vrai. Dans cette belle école. Il y a plus de 25 ans. Oui, c'est ça, mais enfin, donc le colonel Moinet, à l'époque, était jeune officier. Oui. Mais il était sorti depuis un certain temps de Saint-Cyr, déjà. C'est deux générations, deux promotions de Saint-Cyriens qui pourraient parler de ce livre, si vous en êtes d'accord. Je vais demander au colonel de vous adresser son livre. Je l'ai déjà demandé, à vrai dire, vous voyez. C'est gentil. Alors, mon commandant, je vous ai invité ce soir parce que vous avez été, il y a quelques mois, un personnage au centre de l'actualité. Et c'est aussi pour cette raison que j'ai demandé à Michel Blanza de venir, non pas que lui était au centre de l'actualité, ce qui est parfaitement injuste d'ailleurs, parce que je pense que c'est un des meilleurs journalistes actuellement en activité. Et il est bon journaliste parce qu'il n'est pas journaliste justement, ce qui lui ça aide beaucoup. Et qui a beaucoup étudié la situation des Balkans depuis longtemps et dans la plus grande acception de ce mot, la situation des Balkans. Et donc, je lui ai demandé de venir, on s'est rencontrés, on a déjà eu une conversation pour préparer un peu cette émission.
dans laquelle vous allez nous raconter ce qui vous est arrivé. Alors, je disais que vous étiez au centre de l'actualité il y a quelques mois, parce qu'on a appris, et vous allez nous expliquer ce que ça veut dire exactement, qu'un officier français avait été mis en arrestation et mis en prison pour intelligence avec l'ennemi. Alors déjà qu'un officier soit mis en prison pour intelligence, ça n'étonnera personne, puisque maintenant c'est le sort d'à peu près quiconque fait preuve d'intelligence risque d'aller en prison. Avec l'ennemi, ça restera prouvé parce que nous n'avions pas d'ennemis. Nous n'avions pas d'ennemis à l'époque, c'était pas moi qui l'avais dit, c'était qui avait dit ça? Nous n'avons pas de tout le monde. Chirac, Jospin, tout le monde. Donc, enfin, on va vous demander d'expliquer tout ça et puis de nous parler un peu de ce qui se passe là-bas. C'est en plein cœur de l'actualité, cette affaire du Kosovo et de la Serbie. Je recevrai également Henri de Fersan, qui est... Vous avez fait l'école de guerre Non, j'ai juste fait une école de relations internationales. Voilà. Relations internationales, ça conforme les espions, non? Oui, non, bon. Ils ont conforme des diplomates. Alors, qui est officier de marine par protection spéciale, c'est uniquement parce qu'il ne sait pas nager. Officier de marine par accumulation de peau d'âne. Voilà, officier de narine même. Voilà. Enseigne de vaisseau. Enseigne de vaisseau. C'est mieux que Pierre Lotto. Non, l'autre, j'ai bien dit. Et donc, qui est venu là pour nous parler de son livre, mais enfin, et qui priait d'ailleurs de se cantonner à ce sujet. Son livre, c'est Le Printemps de Strasbourg. C'est le tome 2 du Printemps de Strasbourg qui s'appelle Les Partisans Blancs. Je ne pouvais venir le présenter qu'ici, vu le titre. Exactement. Et vous serez, pour le signer, vous aussi, dans divers endroits. Alors, dans divers endroits, je vais découvert à marée basse. Voilà, exactement. Donc, demain, de 19h à 21h, je fais une conférence au Café Philo de droite, au Café Lutèce. Ah, de monsieur Garnier-Pagès. Tout à fait. Non, si vous dites tout à fait, vous êtes puni. Hein, au Café Le Lutèce, boulevard Saint-Michel, dans le 5e arrondissement, je fais une conférence intitulée « Antiracisme ou racisme inversé ?» Point d'interrogation. C'est diabolique, votre truc. Sinon, le vendredi, je dédicace, vendredi après-midi, de 15h à 19h, à la librairie La Licorne Bleue, située 3 bis rue Jules Vallès à Paris, dans le 11e arrondissement. Si vous ne savez pas, vous demandez à Ralph Flon, ils connaissent le chemin. Voilà. Vous demandez à Papon aussi, il connaît la station de métro. Et samedi, je dédicace mes livres Métro Charogne. Métro Charogne, voilà. Et le samedi, je dédicace de 15h à 19h à la librairie Saint-Nicolas, donc dans le 5e arrondissement, rue du Petit Pont. Oh, c'est joli, Petit Pont. Voilà. Ils veulent rebaptiser, d'après certaines informations, qu'ils veulent rebaptiser... Salvatore Allende, non, Isaac Rabin. Ah bah oui, c'est bien la moindre des choses. Alors là, vraiment, je vois pas pourquoi on se gênerait. Hein. Il y a un bel endroit comme ça, il n'y a pas de raison de s'en priver. Bien, et ben voilà, on va donc commencer l'émission. Ça y est, on peut démarrer, Franck, on peut y aller? Oui. Bon. Alors, devenons sérieux pour quelques instants. Mon commandant, vous étiez donc... vous étiez, on peut parler au passé, vous étiez un des brillants jeunes officiers de l'armée française, avec quand même à moins de 45 ans, à 42 ans, même moins encore, je crois, la Légion d'honneur, la Croix de guerre, l'Ordre du Mérite. Vous étiez... vous parlez couramment les Arabes? Oui, essentiellement. Bon, l'arabe classique peu, parce que personne ne le parle, mais l'arabe moderne, c'est-à-dire l'arabe unifié, celui qui sert à programmer Arabsat et qui sert à parler à la radio et à la télévision, qui sert normalement au cinéma, sauf pour les Égyptiens, et les dialectos du Moyen-Orient. Voilà. Vous étiez l'aide de camp du général Roquejoffre. Oui, pendant la guerre du Golfe. Vous avez servi pendant la guerre du Golfe, et donc vous étiez promis aux plus hautes fonctions. Vous étiez... Pas forcément. Oui. Restons modestes, j'avais fait un choix délibéré qui consistait, dès 1985, à quitter l'artillerie pour entrer dans le renseignement et les relations internationales. Je suis donc entré dans ce qu'on appelait le cadre spécial, qui est un corps de spécialistes, où on retrouve de tout. Il y a des informaticiens, des logisticiens. Bon, moi, j'y suis entré avec 3 casquettes. L'une de linguiste, mais ça n'est qu'un outil. Linguiste vraiment, parce que je suis professeur d'anglais, interprète. Vous êtes interprète, si vous faites de l'interprétation simultanée. Simultanée, oui. En arabe, plutôt de la consécutive, parce que pour des raisons de construction des phrases. Mais en anglais, oui, je travaille en simultané, la construction des phrases est en la main, surtout si on connaît bien les sujets.
Et donc ça, c'est un premier volet. Et j'ai exercé d'ailleurs comme professeur de langue dans le cadre de l'armée, et puis dans le cadre familial, puisque ma fille fait de l'arabe, et c'est moi qui l'instruis, puisque elle a des cours par correspondance. Il n'y a pas de cours d'arabe dans son lycée. Ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, et non le moindre, un renseignement. Alors là, il faut se recadrer tout de suite. Je ne suis pas un James Bond. Je n'ai jamais travaillé à la DGSE, ni à la DST, ni à la protection de sécurité de la défense, qu'on appelait autrefois la sécurité militaire, mais j'ai souvent travaillé pour eux. Voilà. Et dernier volet, relations internationales. Je suis qualifié en relations internationales. C'est une spécialité militaire où on fait beaucoup de travail civil. Voilà. Mes thèmes principaux, mes gros intérêts, contrairement à ce qu'on peut croire et ce qu'a joué l'actualité, ce ne sont pas les Balkans. C'est le Moyen-Orient, ça c'est par goût, et le monde musulman, sous un peu tous ses aspects. C'est-à-dire que quand je travaillais à la Force d'Action Rapide au bureau renseignement, je me suis trouvé à avoir des centres d'intérêt qui partaient des États-Unis, puisque c'était juste au moment où le World Trade Center allait tenter trembler sur ses bases, tenter d'imiter le décollage de la Tour Eiffel en l'an 2000. On avait accusé les Serbes à l'époque d'attentats. On est encore accusé les Irakiens. Donc à ce moment-là, on a accusé les Irakiens. Mais en fait, on a rapidement vu que c'était les frères musulmans égyptiens. Et donc, mes centres d'intérêt allaient jusqu'en Chine, puisqu'au Xinjiang, il y avait des mêlées entre les autorités provinciales et les musulmans. Certains mouvements commençaient à mettre un petit peu de pagaille dans les bidonvilles de l'Afrique du Sud. Donc je veux dire que mon centre d'intérêt était très large et bien sûr n'excluait pas la France, sur laquelle j'ai travaillé en liaison avec la protection de sécurité de la défense et la DST. Est-ce que pour l'armée c'est nécessaire de s'informer particulièrement sur les pays musulmans? Est-ce qu'il y a des départements Le problème n'est pas les pays musulmans. Le problème, ce sont les mouvements politiques extrémistes qui dérivent de l'islam et qui s'appuient sur l'islam. À l'intérieur de nos frontières ou à l'extérieur? Il y en a à l'intérieur, il y en a à l'extérieur. Alors militairement parlant, le souci est traité, on sépare, on série les problèmes. La protection de sécurité de la défense est chargée de défendre les forces et les installations stratégiques, donc par exemple les industriels, sur tout ce qui est action subversive qui peut nous atteindre. Donc, il y a une section qui s'occupe du terrorisme musulman. Bon, la protection de la France elle-même... C'est spécifique? Pardon, excusez-moi. Oui, il y a des spécialistes. Oui. Parce que le terrorisme musulman est fondamentalement différent... Non. Les réseaux sont autonomes. Mais il y a des imbrications. C'est ainsi que quand l'affaire Kelkal s'est terminée à Lyon, ça n'a surpris personne. Ça n'a surpris personne parce que il y avait au niveau de la communauté urbaine de Lyon des réseaux yougoslaves qui, en fait, compte tenu de la pluriculture religieuse de la Yougoslavie de l'époque, il y avait des Bosniaques, mais c'était pas une question religieuse. Non. À partir du moment où on a des intérêts communs, on les traite. Donc, je l'ai vécu à Mostar, on pourra en parler à l'occasion, et c'est d'ailleurs ce qui se trouve à Mitrovica. Bon, je ne suis plus dans les affaires, donc je n'ai pas les renseignements recalés. Je peux vous dire ce qui s'est passé à Mostar et supposer que c'est ce qui se passe à Mitrovica. En fait, c'est infiniment plus compliqué que ce qui est raconté habituellement dans les journaux. C'est plus compliqué, peut-être pas, je dirais que c'est moins sectorisé. Il n'y a pas les bons d'un côté, les mauvais de l'autre. Excusez-moi, on va rentrer tout de suite dans le cœur du débat, mais avant, je voudrais quand même, en 2 mots, que vous nous... Parce que les auditeurs ne savent pas tous ce qui vous est arrivé et pourquoi vous êtes là en réalité. Je suis là parce que vous m'avez invité. Parce que je vous ai invité. Alors disons, pourquoi je vous ai invité? Parce que ce que vous dites est tout à fait intéressant, mais je pense que si je vous avais invité il y a 2 ans, vous ne seriez pas venu aussi librement que vous le faites ce soir. Ah non, parce que comme j'étais en activité, alors maintenant j'ai pu prendre la retraite. Pour quelle raison n'êtes-vous plus aujourd'hui en activité? En très peu de mots, parce que bien sûr. Je crois que... Alors voilà, ce qui s'est passé, il faut un peu redresser ce qui a été dit dans la presse. La presse s'est fait un peu déborder. J'ai été accusé de trahison. Alors trahison par... Alors le thème est extrêmement important. Trahison par remise à un agent d'une puissance étrangère, on ne parle pas d'ennemi, d'informations secrètes susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la France. Voilà. Donc ceci est bien sûr complètement faux,
Mais ça, c'est dommage parce que c'est assez beau comme... C'est bien. Hein, ça c'est bien. C'est impressionnant. Voilà. Ah, je dois dire que c'est assez impressionnant. Alors, j'ai quand même commis une ânerie. C'est vrai que j'ai donné des informations classifiées sans être mandaté pour le faire. C'est vrai que je les ai données à un agent d'une puissance étrangère, qui plus est, je l'avais identifié. Mais tout le monde savait que j'étais en contact avec lui dans ma hiérarchie. Ce que j'ai fait visait non pas à trahir la France ou même l'OTAN, ça ne visait même pas à aller contre ce qu'était en train de mettre sur pied l'OTAN. L'OTAN, à l'époque, voulait obtenir que M. Milosevic retirât du Kosovo les forces spéciales du MUP, c'est-à-dire du ministère de l'Intérieur, qui mettaient de l'ordre d'une manière jugée trop musclée, incompatible avec nos conceptions des droits de l'homme, en Yougoslavie, dans cette province de Yougoslavie qu'on appelle le Kosovo. Donc des impératifs moraux, on est bien d'accord. Pour l'OTAN. Ah oui, pour l'OTAN, bon, bah, c'est une certaine conception de la morale. Bon, alors en fait, moi, ce qui m'a guidé, et alors c'était relativement inconscient. Hein. Je dois dire qu'il y a toute une dimension d'usure d'un métier que j'ai exercé pendant 13 ans et demi et qui était extrêmement difficile dans des conditions pénibles. Ce qui était en train de se préparer, c'était que si, effectivement, M. Milosevic ne retirait pas les troupes du MUP, qu'il ait raison ou non de les avoir, je ne demande pas dans le débat, il allait s'appliquer sur la Yougoslavie des frappes, sous forme de bombardements, de tirs de missiles, et ça allait s'appliquer au mois d'octobre, à partir de la mi-octobre, au moment où s'installe l'hiver balkanique, qui est épouvantable et que je connais bien. Alors, moi, ce que j'ai vu, et c'est un petit peu ce qui m'a obnubilé, c'est qu'il fallait impérativement que, effectivement, M. Milosevic retire ses troupes du Kosovo. Je sais bien qu'il ne voulait pas le faire. Il avait ses raisons. Il y avait d'autres en Yougoslavie, il y avait d'autres Yougoslaves qui pensaient qu'on pouvait le faire de façon à montrer comment allaient se comporter les Kosovars. Bon, ça c'est leur gestion politique de l'affaire. Moi, je ne suis pas un politicien. Je suis un militaire. Donc, ce que j'ai vu, c'est ce qu'on allait faire. Et ce qu'on allait faire, on le planifiait déjà. C'est-à-dire qu'on allait commencer par bombarder tout ce qui était infrastructure civile, de façon à couper les approvisionnements des forces militaires au Kosovo. Monsieur Milosevic avait dit aux gens de l'OTAN que si on bombardait la Yougoslavie, et le Kosovo fait partie de la Yougoslavie, il viderait le Kosovo de ses habitants albanais. Donc, en tout état de cause, compte tenu de l'expérience que j'ai de la guerre, puisque j'en ai malheureusement vécu un certain nombre, je savais très bien que le fait de bombarder la Yougoslavie la mettrait dans un état technique et, disons, un état économique ou un état de fonctionnement déplorable, mais que ça ne réglerait pas, ça ne résoudrait pas le problème des Kosovars. Excusez-moi, vous dites que Milosevic disait déjà en octobre qu'il viderait le Kosovo. Oui. Donc c'était su de la part de l'OTAN. C'était su de la part de l'OTAN, et le général Clark, qui est le commandant suprême des forces alliées en Europe, s'est coupé devant les journalistes pendant la campagne de bombardement du printemps lors d'une conférence de presse. Et moi, bon, dans l'hôtel du 14e arrondissement où m'hébergeait gentiment la République... Pour votre santé Pour ma santé, absolument. Attention à l'abus d'alcool. Je disposais d'un certain nombre de moyens d'information, et en particulier la télévision, qui me permettait de regarder tous les matins sur la 3e chaîne, qui s'appelle FR3, je crois, une série de prises de vue de l'émission Euronews. Bon, donc je suivais ça de très près, et j'ai quand même regardé une fois le journal de Karl Zero un dimanche, et c'est là. C'est aussi dur que ça, la prison ? On est obligé de regarder. Vous oblige à regarder l'émission de ce type ? Je vais vous dire, vous allez voir dans quel état j'étais. Je louais moi-même ma télévision. Vous vous rendez compte ? Ah oui, là, j'avais une radio où je pouvais écouter Radio Courtoisie. Hein. Bon, heureusement. Donc, comme je n'avais pas de quoi écouter de la belle musique, j'avais déjà de quoi l'écouter, et puis j'ai entendu des émissions passionnantes. C'est pour ça, en fait, que j'acceptais de venir. Donc, il y avait un plan préétabli, c'est ce que vous nous dites ? Il y avait un plan préétabli. Le général Clark l'a avoué devant les journalistes. C'est passé au zapping de Canal+. Je retrouverai ça dans mes notes si ça peut vous intéresser. Et on savait très bien que Milosevic allait vider le Kosovo de ses habitants. De ses habitants albanais, si on le bombardait. Si on le bombardait. Ben oui, il n'avait pas de moyen de préparation. Il n'y a pas eu de surprise, contrairement à ce qui nous a été dit pendant plusieurs semaines. Mais non seulement il n'y a pas eu de surprise, mais maintenant les enquêteurs de l'OSCE sont en train d'établir que les massacres qu'il y a eu, car il y en a effectivement eu, n'ont commencé qu'après le début des bombardements de l'OTAN. D'accord. Nous avons repéré qu'à la mi-octobre, dans le Nouvel Observateur, paraissait une annonce pour une organisation non gouvernementale qui
demandait des fonds pour aider les Kosovars en fuite, alors que les Kosovars en fuite à la mi-octobre, il n'y en avait pas. Je n'ai pas suivi. Ce qui veut dire qu'il y avait une campagne publicitaire qui était déjà préparée, une agence de publicité était au courant, que l'observateur était au courant, que le rédacteur en chef avait donné son accord. Bonne analyse, excellente analyse. Ouais, c'est intéressant. Donc moi j'en reviens, si vous voulez, sur mon affaire. Il y avait à l'époque 50 000 Kosovars qui avaient quitté leur maison, ou bien parce qu'ils avaient effectivement peur des Serbes, ou bien parce que des gens leur faisaient peur des Serbes. Bon, ça, je n'étais pas sur place. Mais ils étaient dans ces forêts. Et on pouvait penser que si jamais l'OTAN bombardait, ils ne reviendraient pas dans ces forêts. Alors, je crois que c'est ce qui m'a guidé. Ce qui m'a guidé, ça a été de dire, bon, la solution militaire, c'est pas une solution, mais l'OTAN frappera. Je savais que l'OTAN frapperait. Si on veut que l'OTAN ne frappe pas, il faut convaincre les Serbes de ce que il faut que Milosevic retire ses troupes du MUP, du Kosovo. Et vous, tout seul, vous auriez pu convaincre les Serbes? Non, moi tout seul, non, mais il y avait quand même toute une campagne qui était conduite par des groupes de contact. Groupe de contact de l'ONU, groupe de contact de l'OTAN, groupe de contact du G8. Vous étiez en accord avec ces groupes de contact? Je ne vais pas être en accord. Moi, ce que je voyais... Vous pensez que de vous-même, vous pouviez faire quelque chose pour... Je n'allais pas contre ces groupes de contact. Ce qu'il fallait, c'était retirer les troupes du MUP du Kosovo, à court terme. Et votre hiérarchie savait ce que vous faisiez à ce moment-là? Non. Ma hiérarchie savait que j'étais en contact avec M. Milanovic, pardon. D'accord. Lapsus. Bon, ça s'est passé d'une manière simple. M. Milanovic a invité mon général à déjeuner au mois de juillet. Oui, mon général a commencé par accepter, puis au dernier moment a dit non. Donc moi, j'y suis allé pour voir ce que voulait cet homme. Il s'était présenté comme diplomate auprès de l'Union européenne, mais il ne faisait pas partie d'une liste de persona non grata ou de personnes à ne pas contacter qu'on aurait dû nous donner. Bon, j'avais préparé moi mon dossier, comme toujours quand je suis chef de cabinet, il y a des gens qu'on doit rencontrer, des gens qu'on ne peut pas rencontrer. Bon, moi ma liste était vide. Donc ce bonhomme, je ne le connaissais pas. J'ai donc décidé de le rencontrer pour voir ce qu'il était. Assez rapidement, j'ai compris que c'était un agent serbe. Ce qui ne me troublait pas particulièrement, puisque de toute façon nous avions des manifestations de Kosovars devant l'OTAN régulièrement pour nous pousser à intervenir. Bon, je veux dire que après tout, Bruxelles est un nid aux espions. J'avais rencontré suffisamment de gens des pays de l'ancien pacte de Varsovie que le premier conseiller de notre ambassade à l'OTAN a appelé les bordures et les sildaves. Je les rencontrais régulièrement. Bon, ces gens-là essayaient de tout savoir. C'est normal, c'est le jeu, ça. Donc moi j'avais rencontré ce monsieur Milanovic, et j'ai rendu compte à mon général de ce que j'avais déjeuné avec Milanovic. Et je lui ai dit, il ne faut pas que vous le rencontriez, c'est un agent serbe. Alors, à partir du moment où il est identifié, j'étais pas sûr, j'avais pas de certitude. Pour confirmer la certitude, j'ai été chez lui pour voir comment était son appartement. Son appartement était un appartement de célibataire géographique, hein. C'est-à-dire que M. Milanovic fumait, mais l'appartement ne sentait pas le tabac. Tout était nickel, en ordre, comme il l'avait loué et meublé. Bon. Il y avait un tableau avec pour une photo de sa femme et de son fils et de sa fille. C'était la femme et la fille du précédent occupant. Non, je crois pas. Non, vraiment. Non, j'en sais rien. C'est-à-dire la photo de famille qui ne bouge pas. Le fils ressemblait bien à la mère et la fille ressemblait bien à M. Milanovic. Donc bon, moi qui prenait quand même soin de changer les photos. Ouais. Non, mais bon, donc ça c'était son jeu. Alors, le général m'avait dit, écoutez, vous voyez avec lui pour que vous le recontactez pour lui dire que il me recontacte en septembre. Et d'ici là, on a le temps de voir. Mais le général n'avait pas l'intention de déjeuner avec lui d'abord. Donc je lui rencontre, je lui dis, il ne faut pas que vous le rencontriez. Et il me dit, mais est-ce qu'on rencontre au service français? Et là, c'est ma première faute. Je dis non. Pourquoi? Eh bien, parce que nous partions en vacances, que je me doutais très bien de ce qui allait se passer. C'était le mois d'août. Mois d'août, j'allais donc être débriefé normalement par la sécurité militaire, par la DST, par la DGSE. Compte tenu du fait que les bureaux sont plus légers au mois d'août, il y a la période des mutations, etc. Je risquais fort d'être obligé de remonter du sud-ouest 3 fois dans 3 semaines différentes, parce que ça aurait été si simple qu'ils posent tous les mêmes questions en même temps dans un même bureau. Mais ils font jamais ça, je sais, je les connais. Donc j'étais crevé, j'avais besoin de me reposer. Je dis, on va attendre septembre s'ils nous recontactent. Bon, septembre, il ne nous recontacte pas. Il nous a recontacté que fin septembre. Il nous a envoyé des documents, des choses comme ça. Mais là, les choses avaient complètement changé. Et quand je me suis rendu compte de ce qu'effectivement les négociations achoppaient, qu'on ne comprenait pas pourquoi.
Le général Virotte avait réunion sur réunion à cette époque-là. Et bon, on en parlait un petit peu, mais pas tellement. Moi, j'avais d'autres soucis, beaucoup plus importants pour moi, à court terme. Il y avait le Beaujolais nouveau à organiser. Ne riez pas, c'était important. Il fallait que je prépare, quand le général recevait, il fallait que je lui prépare en anglais des petits discours de compliments, d'accueil. Bon, il y avait le bouquin de recettes des dames, sur lequel il fallait que je travaille. Il y avait la... Bah oui, non mais vous riez, mais c'est important. Il y avait la réunion des chefs d'état-major qui devait avoir lieu au début novembre. Et traditionnellement, les dames s'invitent les unes les autres, et cette fois-ci, c'était à la femme du représentant militaire allemand et du représentant militaire français de mettre sur pied ce déjeuner pour toutes les dames. Donc il fallait le monter. Donc autant je suis tout à fait à l'aise pour monter des choses tout seul, autant dès qu'on est à deux nations, surtout aussi différentes culturellement parlant en matière de cuisine, c'est un petit peu plus compliqué. Bon, donc j'avais ça comme souci. Il y avait ensuite les réunions ministérielles qu'il fallait préparer aussi, et qui étaient de plus en plus compliquées à monter, parce qu'il y avait de plus en plus de participants qui venaient, on ne savait pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas de place en séance. Mais il était bon de se faire voir dans l'avion du ministre. Mais quand au dernier moment, le ministre décide de prendre l'hélicoptère pour pouvoir rentrer plus souplement ailleurs qu'à Paris ou qu'à Villacoublay quand il rentre de réunion, tout ça, ça se complique, quoi. Bon. Donc, si vous voulez, mais je dois dire que la bataille du Kosovo n'était pas directement de ma responsabilité. Il y avait un officier qui était chargé de ça. Puis je me suis rendu compte, en fait, de ce que j'en savais bien peu de choses, et que pour organiser les tours de service des officiers, car c'était aussi mon travail, il fallait que je sache mieux ce qui allait se passer, de façon à ce que je mette de service le bon bonhomme au bon moment, parce qu'on ne traitait pas que ça, on traitait tout un tas d'autres choses, la reconstruction du monde, en particulier donc le nouveau concept stratégique de l'OTAN, parce qu'il faut bien lui trouver un concept stratégique à l'OTAN pour qu'il serve à quelque chose maintenant. Quel était-il à ce moment-là, justement ? Ah bien, on ne savait pas. En revanche, on avait déjà commencé les revues d'effectifs, c'est-à-dire revoir comment on allait refondre les états-majors pour faire face à la nouvelle menace qu'on n'avait pas définie. Mais on savait qu'on allait intervenir. Alors sur le Kosovo, on savait qu'on allait intervenir, on savait qu'a priori, pour des raisons politiques, on ne laisserait pas les Américains tirer les Tomahawks qu'ils avaient à tirer, mais qu'il y aurait tous les pays qui participeraient, donc qu'il y aurait des avions. Oh, j'avais des renseignements extrêmement précis là-dessus, mais que je n'ai pas donnés. Absolument pas. C'était pas mon intention. Mon intention n'était absolument pas d'empêcher, d'une manière ou d'une autre, les forces de l'OTAN de frapper si elles devaient le faire. Ça n'était pas non plus de mettre en danger les forces de l'OTAN. Mon intention était de contribuer à une solution qui fasse que l'intervention ne soit pas nécessaire. Donc la seule solution, c'était que M. Milosevic retirât ses troupes du Kosovo. Sur la validité de cette position politique, je ne prenais pas, moi, position à l'époque. Je ne suis pas assez spécialiste de politique, même internationale, pour émettre un jugement. Je peux émettre un jugement militaire. Est-ce qu'on vous disait, par exemple, à ce moment-là, que les Américains avaient une perception différente de celle des Européens ? C'est pas la peine de nous le dire. Dans toutes les réunions, on le voyait bien. Oui, non, mais ça, c'est bien évident. Vous savez, ils étaient pour l'intervention ? Les Américains étaient pour l'intervention, et il leur fallait, à cette époque-là, il fallait qu'en 99, ils tirassent 221 missiles Tomahawk. C'était dit comme il n'en avait tiré que... Parce qu'il était à péremption, il était frappé de l'hystériose. Non, c'était ni la Listeria ni le bug de l'an 2000, c'était simplement les accords START et SALT qui disaient qu'ils devaient détruire un certain nombre de missiles. Or, ils n'avaient pu en tirer que 2 durant l'été. Un sur le Soudan et un sur l'Irak, sur l'Afghanistan. Il en restait 219 à tirer. Ils les ont pas tirés sur le Kosovo puisque M. Milosevic a retiré ses troupes. Donc ils les ont tirés sur l'Irak. Mais donc ils étaient tirés. Donc on en est là, on fait aujourd'hui la guerre parce qu'on a des stocks à liquider. Oui, alors là, si vous voulez, c'est même pas un secret militaire que je dévoile, puisque c'est passé dans, bien sûr, mais ces Defense Review ou dans un des Janes quelconque vers la fin du mois de septembre. Ce qu'il y avait aussi, c'est que les fabricants d'armes américains essayaient quand même de replacer des nouveaux missiles. Ils sont présents à ce moment-là, là où vous êtes, non. Les fabricants d'armes? Non, on les voit pas. Non, ils n'ont pas besoin, on les voit pas. On a des gens qui les représentent au moment des réunions annuelles de la CDNA, c'est-à-dire la Commission des directeurs nationaux d'armement. Ça se passe régulièrement à l'OTAN. Alors tout ça est public. Ça fait partie, ça fait l'objet de communiqués, de presse, et on peut interroger le site internet de l'OTAN, c'est très très bien tenu à jour. Mais donc, ça n'apparaît jamais dans la grande presse. Ça n'intéresse pas beaucoup la grande presse.
Les questions de guerre, de vie, de mort, des populations, ça n'intéresse pas la grande presse. Non, ce qui est intéressant, je pense, c'est ce qui permet de faire très rapidement des journaux télévisés avec 3 minutes, 4 minutes, suivant des scénarios de films, des foules kosovars qui sont prévus, qui défilent, qui sont mais c'est victimes. Donc c'est une mise en scène. Nous avons une mise en scène et nous avons les réalités marchandes qui sont de l'autre côté. J'ai assisté à toute une mise en scène, mais je ne veux pas déflorer le sujet de mon livre quand même. D'accord. J'ai assisté à tout un tas de mises en scène. Donc si vous voulez, dans mon affaire, donc ce qui me guide, c'est ça. Éviter, en fait, que l'OTAN ait besoin de frapper au Kosovo. Parce que je voyais ce qui allait se passer. Et je n'ai pas de parti pris, ni pour les uns, ni pour les autres. Mais vous avez l'expérience de la Bosnie derrière. J'ai l'expérience de la guerre, et j'ai l'expérience de la guerre dans les Balkans, parce que je l'ai suivi depuis la France du temps de l'ONU et depuis l'intérieur de l'OTAN, quand j'étais en Bosnie-Herzégovine dans les 6 premiers mois de l'IFOR. Vous connaissez les populations? Je connais. Alors, plutôt que de parler de population, je préfère qu'on parle de peuple, parce que population, c'est un nombre d'individus. Sans qualification ni rien. Donc les Américains aiment bien parler de population. Et on parle beaucoup de population maintenant, et on dit les populations. Non. La population d'un pays, c'est le nombre d'habitants qui y sont. Mais ça veut dire qu'il y a toute une culture par derrière. Alors, on a parlé de peuple, ça c'est bien, seulement on ne les a pas forcément toujours très bien définis. Si vous interrogez le TV spectateur moyen dans la rue, il y a au Kosovo des méchants serbes et des méchants maintenant albanais qui, à Mitrovica, tapent sur l'ONU. À l'époque, on disait surtout kosovar. Bon, alors attendez, maintenant, c'est comme ça. Alors, maintenant, on dit albanais, depuis quelques jours. Bon. Pour entrer dans l'esprit du public, le fait que ça appartient à Je crois que c'est pour simplifier, parce que le mot kosovar, c'est devenu trop compliqué. On a découvert qu'il y a des kosovars qui sont pas... Oui, il y a énormément de populations. Qui sont pas albinés, voilà. Il y a des peuples différents, il y a des tziganes kosovars, il y a des serbes kosovars, il y a des croates kosovars, il y a des turcs kosovars, il y a des autres nationalités, pour employer la terminologie de Monsieur Tito. Je crois en France. Mais bien sûr, mais bien sûr. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des poussées d'Albanais qui sont arrivés, notamment après l'opération Alba, qui a eu lieu en 97. On s'est rendu compte de ce que entre 300 et 350 000 Albanais du Nord ont fui le pays pour aller vers les cousins de Yougoslavie, on disait à l'époque. Ils sont allés au Kosovo. Alors pourquoi ils ont fui? Parce qu'à partir du moment où vous avez des forces italiennes et françaises qui viennent mettre de l'ordre, eh bien, nécessairement, les camions militaires, les véhicules blindés gênent les trafics bizarroïdes qui traînaient. C'est une tradition des années. Donc, quand on a dit à cette époque-là que ce qui franchissait la frontière, c'était toute la racaille albanaise, je dirais pas les forcément. Trafiquants, non, je voyais, là encore, c'est un peu excessif. Il faut voir dans quel état était l'Albanie. L'Albanie, nous en avons vu un tout petit exemple avec ma famille. En rentrant d'Égypte, nous sommes passés par le bateau et nous avons longé les eaux territoriales albanaises. Nous avons été escortés, c'est le seul endroit, escortés, n'exagérons rien parce qu'elles ne pouvaient pas bouger, mais nous avons été surveillés par une vedette de haute mer qui tenait par la peinture, et encore de très mauvaise qualité, et où les seuls trucs qui n'étaient pas rouillés, et c'était les canons mitrailleurs et les maillons des bandes de canons mitrailleurs. Voilà. Tout le reste était rouillé, y compris les dentiers des marins. Bon, ce pays n'existait plus. Il faut bien survivre. Et à partir du moment où vous avez des zones de trafic, et il y avait des zones de trafic à cause de la guerre civile bosniaque, il y avait des zones de trafic à cause des trafics organisés par les Croates, parce que c'est aussi leur métier, et entre la Croatie et la Yougoslavie, n'oublions pas que la Yougoslavie était sous embargo, à partir du moment où vous avez du trafic, vous avez des gens qui vivent de trafic. Donc, est-ce que c'est de la racaille? Est-ce qu'ils n'avaient pas d'autres moyens de vivre? Vous voyez, je suis extrêmement prudent, parce qu'à force d'avoir été dans des zones de guerre civile, j'ai pu voir que des gens qu'on considérait de chez nous comme des réprouvés absolus et comme des immoraux totaux, en fait, étaient des gens qui avaient énormément souffert et qui avaient très peu de moyens de s'en sortir. Je l'ai vécu au Cambodge, je l'ai vécu en Palestine, je l'ai vécu, quand vous allez dans un camp de la bande de Gaza, eh bien... vous tombez sur des réalités extrêmement atroces. Et en Bosnie-Herzégovine, j'ai eu contact, parce que j'ai fait du traitement de sources, donc j'ai eu des contacts avec la population, des gens qui en avaient marre et qui venaient nous renseigner, des gens de tous bords. Il y a des Serbes, il y a des musulmans, il y a des Croates, il y a des autres nationalités, il y a des gens des ONG qui sont venus nous renseigner,
il y a des immigrés étrangers qui étaient en fait des anciens moudjahidines, réfugiés de leur pays où ils ne pouvaient plus rentrer parce qu'ils étaient condamnés et qui en avaient quand même marre de cette guerre et qui sont venus nous renseigner parce qu'ils ont vu en nous des moyens de rétablir une forme de paix. Donc tous ces gens-là, dont certains étaient des réprouvés au départ, en fait n'étaient pas complètement mauvais et même certains sont devenus bons. Donc si vous voulez, je peux difficilement être caricatural. Ce n'est plus possible, pas après ce que j'ai vécu. Ce sont les forces de l'OTAN qui ont été caricaturales en chassant certaines populations. Alors, les forces de l'OTAN, là encore, ce n'est pas à elles que j'en veux. L'OTAN n'existe pas. L'OTAN n'existe que par les pays qui dirigent. Voilà. Alors c'est là qu'on entre dans la caricature. Et la caricature, j'en ai de nombreux exemples que je relate dans mon livre, parce que il y a une chose que les Américains, je ne dis pas les Américains, je dis l'administration Clinton, ne peut pas admettre, c'est qu'il y a des choses qui s'imposent à elle. Même la météo, ils ne l'admettent pas. Et ça, c'est très grave. La première bataille contre l'IFOR a été gagnée par le général Hivert. Elle a été gagnée contre les avions américains qui tentaient de s'opposer à tout cela. Parce que les Américains, dans l'ordre d'opération, avaient fait écrire, pour des raisons politiques, il fallait rester dans le virtuel, que la météo n'est pas un critère de l'opération prévue en Bosnie. Ce qui est idiot. Il faut vraiment avoir la cervelle améliorée au bœuf britannique pour pouvoir tenir des propos pareils et surtout les accepter. Tous les Anglais qui étaient là, les Hollandais, les Français qui avaient passé plusieurs hivers balkaniques savaient que c'est un critère déterminant. Et c'est un peu ce qui m'a poussé, moi. Car essayons d'imaginer ce qui se serait passé si les bombardements de la Yougoslavie avaient eu lieu au mois d'octobre-novembre, en plein début de l'hiver. Ça voulait dire que l'implantation éventuelle de camps de réfugiés n'aurait pu se faire que fin novembre, début décembre. Et ça voulait dire que dans les endroits où on les a installés, c'est-à-dire en Macédoine, c'est-à-dire dans le nord de l'Albanie, tout est totalement impraticable à tout véhicule autre que chenillé ou cheval. Ça voulait dire qu'il aurait fallu amener, en plus des tentes, et je ne sais pas comment on les aurait amenées, parce que les plateformes aéroportuaires sont inopérantes, il aurait fallu amener de quoi chauffer, c'est-à-dire des poêles, c'est-à-dire du pétrole, et on a eu assez de mal à amener du carburant là, au printemps, on n'aurait jamais pu le faire. Est-ce qu'on peut comprendre que la guerre a été sciemment reportée au printemps pour ces raisons-là, de manière à limiter la casse Je ne crois pas, puisque M. Milosevic a effectivement retiré les troupes du MOUP du Kosovo. Et que, par contre-coup, alors là c'est une conviction personnelle, mais après tout, si on me juge un jour, on ne pourra pas établir ma culpabilité autrement que par une conviction forgée, puisque je n'ai pas trahi. Bon. Donc j'ai le droit d'avoir une conviction personnelle aussi. Je suis convaincu de ce que les enfants irakiens ont beaucoup plus souffert du coup de démontage à temps des missiles Tomahawk qu'on a pas pu tirer sur la Yougoslavie que des frasques sexuelles de M. Clinton. Il fallait consommer ces missiles de façon à être en position diplomatique de force, se présenter comme les bons professeurs face aux négociateurs russes dans le cadre des accords START et SALT, qui n'ont rien à voir avec l'OTAN. Pas directement à voir avec l'OTAN. Les droits de l'homme, c'est... les droits de l'homme, c'est effectivement un joli drapeau, mais on n'a jamais fait la guerre avec un drapeau. Je pense que M. Kouchner doit se rendre compte maintenant. Je suis convaincu de ce que M. Kouchner est un homme sincère, et je crois qu'il a cru quand même qu'il faisait partie du sérail. Et il se rend compte de ce qu'on le laisse bien tomber. On lui a fait des belles promesses. Il se rend compte d'une chose aussi, c'est qu'on ne peut pas... Il ne peut pas résoudre une solution, enfin une queue de trajectoire d'une opération d'imposition de la paix sans disposer de forces de police et de justice. Mais pour ça, il faudrait quand même un code pénal qui s'impose, qui soit national, international. Justement, enfin, moi, je ne partage pas votre optimisme sur Kouchner. Je pense que c'est un Gauleiter qui a été mis en place pour faire un certain travail. Gauleiter au chef de rayon, c'est comme on veut. Et il a fait le boulot pour lequel il était envoyé. Et maintenant, il essaye de se tirer des flûtes parce que... Voilà. C'est une position, alors, mais moi je vraiment l'opinion. Oui, non, vous êtes tout à fait libre d'avoir votre opinion. Vous n'êtes pas tout à fait libre. Ce que je voulais, la question que
je voulais vous poser, c'était celle de la raison. Vous l'avez écrite dans le Libre Journal, d'ailleurs, puisque vous m'avez fait l'honneur de me donner des articles que j'ai publiés. Les vraies raisons pour lesquelles, parce qu'on entend ça maintenant depuis... Vous avez écrit ça il y a 20 jours, il y a 3 semaines dans le Libre Journal, et aujourd'hui, tout le monde nous dit « Ah, mais le problème, c'est qu'on n'a pas envoyé les gendarmes qu'on avait promis, on n'a pas envoyé les policiers qu'on avait promis. » Est-ce que vous voulez nous expliquer les vraies raisons profondes pour lesquelles ça n'a pas été fait? Alors, je peux vous le dire, oui, je peux vous le dire sur plusieurs points d'ailleurs, pas seulement français, parce que nous en avons beaucoup débattu à propos de la SFOR, donc cette force qui a remplacé l'IFOR en Bosnie-Herzégovine, et qu'on n'arrive pas à démanteler, et on est obligé de la laisser. Le général Clark a demandé de nombreuses fois à disposer de forces de maintien de l'ordre susceptibles de faire ce que font les CRS ou les gendarmes mobiles chez nous. Non, parce que c'est une nécessité absolue. Dans ces pays-là, il y a des manifestations, comme dans tous les pays, qui commencent à revivre. On l'a vu il y a 2-3 jours avec la fameuse manifestation de Mitrovica, à laquelle d'ailleurs Kouchner a participé, ce qui lui a permis de dire ce matin, ou hier, à la radio, c'est Maliarakis qui m'a raconté ça, moi je ne l'ai pas vu, alors c'est ça qui est très inattendu quand même. Il a dit, mais écoutez, tout le monde a dit qu'il y avait 100 000 personnes dans cette manifestation, c'est complètement ridicule. J'y ai participé, il y avait pas du tout 100 000 personnes. Je ne vois pas où on aurait pu prendre 100 000 personnes. D'abord, mais enfin, alors là on voit bien que il y a deux façons d'analyser ce discours. Kouchner qui naît là-bas, dans le poste qu'il occupe, que à la suite des mensonges de la presse, parce qu'ils ont entretenu une espèce de fable sur l'affaire réelle du Kosovo, etc. Maintenant, pour des raisons que j'éclaire mal, a décidé que les journalistes étaient des menteurs et qu'il fallait arrêter de mentir, probablement parce qu'il est en charge de quelque chose. À mon sens, j'y reviens, c'est parce qu'il a envie de partir et qu'il cherche une sortie honorable. Mais voilà, donc je vous rends la parole sur ce problème des manifestations que vous évoquiez et qui rendait indispensable la présence de spécialistes du maintien de l'ordre non militaire. Absolument. Alors, ce qui se passe, nous avons vu des refus. Les Italiens, eux, ont été prêts à envoyer des troupes parce qu'ils ont des escadrons de carabiniers militaires qui sont formés au maintien de l'ordre. Et qui arrivent en retard comme d'habitude. Ce n'est pas le carabinier d'Offenbach. Mais beaucoup de pays ont refusé sous tout un tas de prétextes. La raison profonde, c'est que en matière de maintien de l'ordre, nécessairement, on débouche sur de la police judiciaire, ce qui chez nous est du ressort du procureur. Alors là, il y a des différences fondamentales de droit élémentaire. Les Américains ont une façon de voir les choses, puisque pour une manifestation à Seattle, ils mettent 600 personnes en détention provisoire. C'est une façon de voir les choses. Les Anglais ont l'habeas corpus, ils sont beaucoup plus réticents à mettre les gens en détention provisoire ou même en garde à vue. Les Français ont encore d'autres façons de procéder. On peut cogner le chef. Les Français ont d'autres modes d'action, et en particulier en matière d'arrestation, on fait beaucoup plus de la garde à vue que de la mise en détention provisoire. Bon. Dès qu'on entre dans le problème de la détention provisoire, parce que quand vous avez une manifestation autorisée, c'est une chose, quand vous avez une manifestation non autorisée ou que la manifestation déborde, on entre dans la délinquance, et puis vous avez la délinquance normale, qui existe toujours et qui dans ces pays est particulièrement forte, puisque n'oublions pas que c'est quand même des pays de trafic, ils ont été communistes pendant longtemps, et il fallait bien qu'ils trouvent de quoi vivre. De quoi vivre, c'était pas toujours les salaires qui suffisaient. Bon, donc il y a toujours une délinquance qui est naturelle dans toute civilisation, et qui est peut-être plus aiguë dans les Balkans. Donc, pour ça, il fallait déployer des juges, des procureurs. Mais suivant quelle loi? Oui, quelles sont les lois qui s'appliquent? Quel code? Alors pour le moment, il y a un semblant d'application de l'ancien code, qui est le code légal, c'est-à-dire le code serbe, puisque, yougoslave, puisque jusqu'à nouvel ordre, la Yougoslavie est une province, et le Kosovo est une province yougoslave. Pardon. Donc, il faut envoyer des forces de maintien de l'ordre, c'est indispensable. Si on envoie nos gendarmes, parce que nous l'avions demandé déjà, bien avant ces histoires-là, à l'époque où nous prévoyions des interventions en Bosnie-Herzégovine au profit des forces de l'ONU. Nous avions identifié le besoin absolu
de forces de maintien de l'ordre armées de matériel non létal, susceptible de disperser des manifestations. Comme il faut bien répondre à cette question, faut bien répondre oui à cette demande, eh bien, l'état-major français a fini par décider de laisser partir des militaires. Parce que les militaires, statutairement parlant, c'est plus facile. Il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de 35 heures, il n'y a rien. Pardon. Les militaires, c'est-à-dire des gendarmes. Alors, des militaires, au départ. Initialement, l'idéal aurait été d'envoyer un escadron de gendarmerie mobile, c'est leur métier, ils ont formé pour. Mais, on se rend compte, en regardant les gens, qu'ils sont équipés avec du matériel perçu chez les gendarmes, des treillis pas du tout perçus chez les gendarmes, des rangers qui ne sont pas des chaussures de maintien de l'ordre, de l'armement qui n'est pas toujours l'armement de maintien de l'ordre. Alors, mais je me suis renseigné. Vous pensez bien que depuis que je suis sorti, je peux rester les deux pieds dans le même sabot et que j'ai toujours mes relations. Alors j'ai appris qu'on a envoyé des gens d'un régiment d'infanterie de marine s'instruire auprès des escadrons de gendarmerie mobile. C'est contraire à tout ce que voulaient les chefs d'état-major de l'armée de terre jusqu'il y a quelques années. Parce que c'est aberrant. Il faut un métier qui n'est pas le leur. Et ils ont donc des armes non létales. On s'y refusait jusqu'à présent. Les militaires, ils ont des armes qui tuent. Alors là, j'ai réfléchi. Comme le miroir, il n'en sort pas grand-chose, mais je n'ai pas réfléchi tout seul. Alors, il y a une grande crainte parmi les militaires. C'est de se voir prendre la place de chef d'état-major des armées par un 4e larron. Ça tourne à 3. Un marin, un aviateur, un terrien, puis ça tourne. Si on met un gendarme, ça en fait un 4e. Bon, déjà, ça énerve les militaires. Mais c'est encore plus grave. Ça énerve aussi les ministres, les politiques. Pourquoi? Parce que si vous mettez un militaire, quelque conscient qu'il soit, quelque compétent qu'il soit, en matière d'information, de quoi dispose-t-il? Du renseignement de son armée, donc le renseignement marine, plus du renseignement militaire, parce que bon, ça, il est formé pour. Étant chef d'état-major des armées, il peut avoir du renseignement de la DGSE filtré par le secrétariat général à la défense nationale. Bon, si les gendarmes, il a en plus toute la culture du renseignement police judiciaire de la gendarmerie. La gendarmerie, vous savez, c'est un peu un état dans l'état, on l'a vu souvent, mais c'est un état incorruptible. Dans un état dont j'ai l'impression que par certains côtés, de temps en temps, il semblerait qu'il se pourrisse un peu. Non. Si. Ça m'arrive. Bon, ce n'est qu'une intime conviction, mais c'est une impression que j'ai. Bon, je lis la presse, comme tout le monde, si vous voulez, je n'invente rien. Hélas, pas comme tout le monde. Hélas. Oui, mais je n'invente rien. Vous savez, on trouve dans des journaux tout à fait bien intentionnés, apparemment, qu'un président de la République, de la Ve République, a financé, ou fait financer, ou donné l'ordre de financer par une entreprise industriel ou para-industriel des élections dans un pays voisin. Ça me paraît curieux. C'est incroyable, c'est impensable. Moi, j'en crois pas un mot. Non, mais ça, c'est évident. Et en plus financer un candidat qui n'était pas de son camp. En plus, ça tient pas debout. Ah non, mais voilà, là je sens comme une espèce de partisanisme. Vous voyez, je trouve que le monsieur en question avait l'esprit bien ouvert. Eh oui, non, enfin, peu importe. Ce monsieur-là a quand même semé le trouble dans les esprits militaires, car il doit y en avoir, parce qu'il a pris ouvertement une position systématiquement pro-serbe. C'est caricatural. Alors, ma position, à moi, et à celle de beaucoup de militaires, est de ne pas être pro un camp ou un autre quand il y a une guerre civile. Et l'armée française n'a jamais été pro-serbe, ni anti-serbe, dans ce conflit yougoslave. Je n'oublie pas une chose, à l'époque où je suivais, depuis le cabinet du général commandant la force d'action rapide, je suivais nos pertes en Yougoslavie pour soutenir les familles. Parce qu'il fallait un relais immédiat, le temps que, comme nous n'étions pas en guerre, n'est-ce pas, il fallait un relais immédiat de façon à ce que les secours arrivent le plus rapidement possible aux familles. Quand nous sommes arrivés à 33 tués français en Bosnie-Herzégovine, je me souviens parfaitement des chiffres, 16 avaient été tués par des musulmans. 8 par des Croates ou des Serbes, et c'était difficile à dire. Et le reste, on ne savait pas par qui.
Nous sommes fait sniper par des musulmans. On en a su, parce que quand on a contre-snipé, pour parler français, ça veut dire tirer à vue. C'est-à-dire, en fait, faire un travail de... J'allais dire tireur d'élite. Techniquement, c'est ça, mais c'est de l'assassinat. Vous nous disiez en micro que les snipers tiraient différemment sur tout ce qui bougeait. Oui, alors nous avons nos légionnaires. Nos légionnaires ont fait un très joli travail de contre-assassinat au fusil, à lunettes. Et ils sont, en intervenant plusieurs fois sur des sites, des postes de tir, après avoir tué le bonhomme, ils ont identifié l'arme, et puis on finit toujours par identifier le bonhomme. Des fois c'est difficile, parce que vous faites faire la différence entre un Sarayévien musulman, croate ou serbe, vous n'y arrivez pas, hein. C'est des Sarayéviens. Hein. Et donc quand ils ont arrivé à faire l'identification, combien de fois il nous est arrivé de constater qu'un croate venait de se faire flinguer par un croate. Le but était de gagner $150 pour une tête, c'est tout. Il fallait faire régner l'insécurité dans Sarajevo. C'est très important parce que... Il y a des Serbes qui ont tué des musulmans, il y a des Serbes qui ont tué des Français, mais enfin qui ont tiré des Français. Tués, on n'en a pas eu tellement, je vous dis. À partir du moment où on s'était organisé dans l'anti-sniping, on a eu très peu de tués. On a eu un sergent de génie qui a été tué par un Croate, il faut le dire. Pas par un Serbe. Sniper, quelle est la différence, aussi il y en a une, entre le terme anglais sniper et le terme français franc-tireur? Non, sniper c'est tireur d'élite. C'est un tireur d'élite. Le franc-tireur c'est autre chose. Le franc-tireur, à la limite, il travaille en civil. Il travaille en franc-tireur. Mais vous insistez sur... vous nous apportiez une information, là, c'est que on a vu ça à la télévision plusieurs fois, ces gens qui couraient dans la rue en se cachant derrière des autobus, enfin en essayant de se cacher, puis qui étaient foudroyés. Vous nous dites ça rapportait $150 à chaque... Non, j'ai dit dollars, c'est une erreur, c'est 150 Deutschmark. La monnaie c'était le Deutschmark. Et donc... ça a fluctué, hein, ça dépendait des... On sait qui payait. En tout cas, de partout, ça payait de partout. Ça payait de partout. Vous savez, quand j'ai vu... alors ça m'a amusé parce que quand j'ai suivi depuis mon hôtel du 14e arrondissement les images qui nous arrivaient, les images de télévision qui nous arrivaient par Euronews, ou bien je regardais No Comment, où ils commentent pas, ou bien je coupais le son. Parce que ce qui m'intéressait, c'était de regarder les images. J'ai revu se passer exactement la même chose que ce que j'avais suivi sur LCI et Euronews. Parce que CNN, ça m'intéressait pas de voir un bonhomme qui parle devant une carte, c'était idiot. Mais en revanche, LCI et Euronews nous envoyaient des photos parce que nos preneurs de vue prennent des risques. Et j'ai vu la même chose, c'est-à-dire qu'au départ vous avez des Kalachnikov de basse qualité. Et puis ensuite vous voyez arriver des Kalachnikov de très belle qualité. Et nous en avons saisi de celle-là en Bosnie-Herzégovine. Elle venait des stocks de la NVA, donc de l'armée est-allemande. Vous voyez arriver des missiles anti-chars, enfin des roquettes anti-chars à usage unique, soit du modèle Armbrust 300, c'est-à-dire l'arme d'épaule numéro 300, qui est un missile anti-char, qui est la version allemande du Low, qui est une roquette anti-char à usage unique. On le tire et puis on laisse tomber le tube. Bon. Ensuite, j'ai vu... Alors là, je l'avais pas vu pour la Croatie, j'avais vu d'autres modèles. J'ai vu au Kosovo apparaître des fusils de tir d'élite Garrett, des fusils anti-sniper, calibre 50, fabrication américaine. En regardant les uniformes, c'est très intéressant. Vous voyez apparaître des vestes d'assaut suisses, des treillis américains anciens modèles, ceux qui ont été remplacés par les nouveaux modèles après la guerre du Golfe. Vous voyez des treillis allemands. Bon, alors qui paye, vous savez? Je ne sais pas. Par contre, tout ça, ça renforce la thèse d'une préparation allemande et d'une préparation américaine à ce type de guerre. Écoutez, là, j'ai pas d'éléments de renseignement précis sur ce sujet-là. Mais en tant que citoyen, je me souviens quand même que les premiers à avoir reconnu la Slovénie et la Croatie, ça a quand même été les Allemands. Donc l'éclatement de la Yougoslavie, c'est leur intérêt. L'impression que ça donne également, c'est que les motifs premiers de la guerre, qui ont été analysés par Michel Blanza dans le livre journal, et les motivations du plus petit pion de cette guerre sont les mêmes, c'est l'argent.
C'est évident. Oui, mais c'est quand même extraordinaire parce que ça, c'est très important, je crois, de le dire et de le dire fort et de le répéter parce que il n'y a pas de guerre s'il n'y a pas d'intérêt. Oui, mais surtout, on nous a dit depuis le début, et depuis avant le début, on nous a dit attention, il s'agit d'une intervention humanitaire, il s'agit du devoir d'ingérence. Il faut empêcher les gens de se tuer et en fait, on voit que tout ça est un formidable mensonge, une imposture totale. Il s'agit de faire du fric, beaucoup de fric, des centaines de milliards de dollars au niveau des dirigeants, en montant des coups comme le corridor numéro 8, comme la route de la soie, comme la captation des aéroports bulgares et de la flotte d'avions bulgares, d'avions privés, enfin d'avions commerciaux, la flotte commerciale bulgare. Et puis tout à fait en bas de l'échelle, il s'agit de faire 150 marques en butant une ménagère de plus de 50 ans qui a oublié de regarder, de rester devant sa télévision. Et au mieux les ONG dans ce cas-là ont joué un rôle de mouche du coche. Voilà. Alors au mieux. Là encore, il y a de tout. Sur les ONG, moi j'ai eu l'occasion de travailler dans la ville de Zenica sur les ONG musulmanes, parce qu'ils avaient besoin d'un arabisant fiable. Je suis tombé sur tout. Je suis tombé sur des ONG dont on se demandait pourquoi elles s'appelaient ONG, parce qu'on les voyait jamais sortir autrement qu'en voiture très légère, et puis... Je suis tombé sur des ONG qui faisaient du vrai travail d'ONG, mais qui, par en dessous, avaient des munitions, de l'armement dans des caisses. Et je suis tombé sur des ONG qui ne faisaient que, effectivement, du secours humain. Je dirais humain parce que humanitaire, c'est un métier, avec tout ce que ça entraîne. Alors, le principe d'ingérence humanitaire, j'ai rien contre. Mais ça n'est qu'un vœu pieux pour le moment. Moi, ce que je crois, vous savez, je suis un pragmatique. Je crois au droit objectif. En matière de guerre, parce que je ne vais pas entrer dans les relations politiques, je ne vais pas parler de l'intangibilité des frontières. En tant que militaire, je peux vous dire que la seule chose objective que je connaisse en matière de relations internationales, de droit international, c'est le protocole additionnel, le premier protocole additionnel des conventions de Genève, au titre duquel nous n'avons pas le droit, nous, je dis nous parce que j'ai été militaire, puisque maintenant je suis français, encore citoyen jusqu'à ce que je sois jugé, j'espère que je serai acquitté et que je serai toujours citoyen français, donc nous n'avons pas le droit, nous, qui usons des armes, de choisir des cibles civiles sans nécessité. De choisir des cibles civiles tout court. Nous devons protéger la population civile, donc les peuples civils, même ceux de l'adversaire. Nous ne devons nous attaquer qu'à ces armes, ces militaires et ces infrastructures d'intérêt stratégique militaire. Alors, j'ai du mal à comprendre qu'on soit allé tirer délibérément 5 missiles guidés laser sur l'ambassade de Chine, par exemple. J'ai du mal à comprendre ça. Je vois pas quel est l'intérêt militaire dans ce conflit. J'ai du mal à comprendre, je sais l'expliquer, je sais pourquoi ça s'est passé, mais qu'on ait tiré 2 passages de roquettes de F-18 sur des convois de réfugiés. Bon, ça c'est une faute professionnelle, plus grave que la mienne à mon avis. J'ai du mal à comprendre qu'on ait utilisé des missiles Tomahawk qui ont pour but de mettre une arme nucléaire dans un cylindre de 10 mètres de haut sur 60 mètres de rayon, même en chargeant avec des charges conventionnelles, pour mettre de l'ordre dans une ville. Ce truc-là n'est pas assez précis pour détruire ponctuellement un objectif militaire dans une ville. Or, c'est délibérément qu'on les a utilisés. Un missile Tomahawk, c'est quand même, ça pèse le poids d'un avion de tourisme. Je ne comprends pas qu'à titre humanitaire, on ait utilisé des bombes à fragmentation, même si c'est le modèle où il n'y a que 100 mines dedans, et qu'on ait accepté de le faire, parce que nous avons quand même signé le protocole d'Ottawa sur les mines antipersonnelles. Or, qu'est-ce que c'est que cette bombe à fragmentation? Ça consiste à mettre, par chaque explosion de bombe, 100 mines sur le terrain. 50 explosent immédiatement au contact, pour faire un arrêt de blindés, de choses comme ça, et les 50 autres explosent soit à temps, entre 2 jours et 6 mois, soit à changement brutal de température, une pluie d'orage l'été, soit simplement au frottement. C'est pas les mêmes, elles réagissent pas de la même manière, donc on ne sait pas comment les traiter. Elles se ressemblent, elles sont parfaitement identiques, mais elles sont jolies, elles sont jaunes, il y a un parachute, vous avez un gosse qui arrive, il en prend une qui est sensible au déplacement, le gosse est tué. Alors ce sont des mines qui sont plus sensibles que les mines antipersonnelles, et beaucoup plus puissantes, ce sont des mines anti-chars. Est-ce que vous pensez qu'il y a des victimes actuellement? Il y en a. D'ailleurs, la première victime, ça a été des Gourkas anglais, Gourkas britanniques. Or, moi, on peut dire, bon, c'est l'OTAN, c'est tant pis pour eux. Non, je suis pas d'accord. Je suis solidaire des militaires de l'OTAN. Je suis solidaire des militaires de l'OTAN parce que j'en ai fait partie, parce que ce sont mes alliés, ce sont mes camarades de tout un tas de combats. Je ne suis pas solidaire des gens qui les ont mal employés. C'est eux qui sont les criminels. Mais ce que je pense, ce que j'imagine, moi, c'est que quelque part, au Népal, il y a une famille dans laquelle le papa ne reviendra pas.
Et il ne reviendra pas parce qu'il a été employé de manière criminelle par des gens qui sont censés exercer notre souveraineté et qui se sont engagés dans cette guerre sans parler à l'Assemblée nationale. Je suis désolé, quand on nous prend notre souveraineté, on nous demande notre souveraineté, on la prête. Il faut l'exercer. Et il faut l'exercer dans tous les domaines, y compris à l'OTAN. Commandant Bunel, je vais vous interrompre un petit instant parce qu'on a une communication téléphonique sur un sujet qui n'a rien à voir, mais quoique, on pourrait imaginer que ça a quelque chose à voir. Je voudrais, avant de le recevoir plus longuement, donner la parole au docteur Villette. Est-ce qu'il est là? Oui. Docteur Villette. Oui, bonsoir docteur. Bonsoir. Alors, je vous recevrai un peu plus longuement pour raconter plus en détail votre pèlerinage. Mais là, j'aimerais que vous nous en disiez quelques mots. Alors, voilà, mon cher Michel Blanzard, commandant Bunel, je vous rends la parole pour nous ramener dans les Balkans. Moi, il y a une chose qui me tracasse depuis un moment, c'est l'utilisation qui est faite de l'armée française. Nous avons parlé dans le Libre Journal d'un assassinat fait d'un Serbe de Bosnie qui était à Tuzla, qui peut-être a fait des choses très vilaines. En fait, je n'en sais rien, je n'ai pas de dossier sur le bonhomme. Il s'appelle Gagovic. Je vous en avais parlé un petit peu en dehors de l'émission. Ça vous rappelle vaguement quelque chose? C'était en janvier de l'année passée. À Foča, il a été arrêté, tué. Il était au volant de sa voiture, pour rappeler les circonstances. Il y avait 5 enfants dans la voiture, il était moniteur sportif à ce moment-là. Toute la région a été bouclée. On a retrouvé, je crois, une quinzaine de balles dans la voiture. Après, et il a été tué. C'est-à-dire que peut-être était-il un criminel de guerre, je n'en sais strictement rien, mais selon nos lois à nous, la peine de mort n'existe pas. On a droit à un procès équitable, et je vois que l'armée française, puisque c'était elle, là il y a des rapports concordants nombreux de civils qui étaient dans la région à ce moment-là, qui ont été bloqués. De toute façon, c'est une zone de responsabilité d'une unité française. Donc. Et oui. Donc, est-ce qu'il est possible? Bon, là vous êtes dans la situation d'un militaire qui défend l'armée, mais est-ce qu'il est possible que les militaires français soient obligés d'obéir à des ordres qui leur demandent d'effacer quelqu'un dont ils ne savent strictement rien? Oui, ça peut arriver. Moi, ça m'est pas arrivé directement. Alors, je voudrais revenir sur cette affaire extrêmement importante des personnels inculpés de crimes, des personnes inculpées de crimes de guerre. Nous avons eu des consignes à l'époque où j'étais à l'IFOR, donc déploiement OTAN, et les consignes étaient claires. En matière de prisonniers de guerre, nous n'avions pas à les pourchasser, nous n'avions pas à monter d'embuscade, mais si, au cours de nos activités normales, celles normales de notre service, nous en rencontrions, nous devions nous assurer de leur identité et ensuite les déférer au tribunal pénal international par les moyens les plus rapides. Bon, voilà, c'était tout. En matière de fosse commune, nous devions assurer au tribunal pénal international un environnement de sécurité qui leur permit de travailler, mais il était hors de question que nous les surveillions ou que nous les creusions, que nous les fouillions. Ça n'était pas notre travail. C'était clair et net. En réalité, qui sait quelque chose sur ces fosses communes? Puisqu'on a des campagnes régulièrement dans la presse. La Croix-Rouge est au courant. La Croix-Rouge internationale. Oui. La Croix-Rouge, puisque j'ai vu des gens de la Croix-Rouge intervenir sur des... pas intervenir, mais venir sur des sites. Ils ont des chiffres, ils savent de quoi il s'agit. C'est très difficile. Mais je reviendrai sur les fosses communes, je voudrais revenir sur ces consignes. Les procédures, oui. Alors, à mon avis, il est possible que les ordres aient changé. Si les ordres ont changé, ça ne peut pas être, ou alors c'est monstrueux, ça ne peut pas être l'ordre de tuer sciemment quelqu'un. Oui, surtout que dans ce cas précis, là, une femme et des enfants. Voilà, il n'y avait pas de femme, il y avait 5 enfants. Même pas d'enfants. Bon. De 12 ans en moyenne. De toute manière, si moi on m'avait donné l'ordre d'abattre sauvagement quelqu'un, je l'aurais demandé écrit. L'ordre. D'accord. Pourquoi? Ce qui veut dire que tous les soldats de la compagnie sont censés avoir un ordre
individuellement? Mais écoutez, le problème, c'est qu'on ne donne pas la formation morale, la formation militaire générale adéquate à nos soldats. Vous savez, autrefois, c'était simple. Hein. La discipline faisait la force principale des armées. La responsabilité de l'ordre était portée par celui qui l'avait donné. C'était clair. Mais les ordres maintenant ne sont plus écrits. Alors maintenant, ah non, mais les ordres n'étaient pas forcément écrits. Maintenant, c'est différent. Maintenant, on a introduit la notion de discipline intellectuelle. C'est-à-dire que concrètement, on ne doit pas exécuter un ordre illégal. Donc si on n'exécute pas un ordre illégal, eh bien, on ne doit pas aller en prison. Bon. Si on exécute un ordre illégal, on va en prison. Si on refuse d'exécuter un ordre illégal, maintenant, il arrive qu'on aille en prison. Bon. Alors, maintenant, si vous voulez, le problème, c'est qu'on a remplacé la discipline par la discipline intellectuelle. La discipline intellectuelle, vue des gens qui donnent les ordres, c'est l'attitude du subordonné qui consiste à exécuter l'ordre qu'il aurait dû recevoir. C'est confortable. Alors après, à force d'être usé, il arrive que certains militaires, certains subordonnés civils, voyant qu'on leur fait faire une ânerie, la fassent la plus grosse possible pour que ça se voit bien. Mais en tout état de cause, je ne pense pas qu'on puisse demander à une unité d'abattre sciemment un type qu'elle peut arrêter. Ou alors, c'est qu'il y a autre chose. Et alors ça arrive. Pour rappeler l'histoire, toute la région était bloquée. Il y avait des camions à tous les carrefours aux alentours. Il y avait des hélicoptères qui étaient sur le coup. Donc c'était une opération. C'était une opération militaire. Ouais. Alors, est-ce que l'opération était pour s'en emparer ou pour le tuer? J'en sais rien. Bon, commandant, ce que je vous... Alors, on a fait connaissance avec vous ce soir, rapidement. On a vu que vous étiez quelqu'un de bien informé. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous accepteriez de venir de temps en temps dans cette émission pour donner le point de vue du spécialiste Oui, parce que les événements ne vont pas s'arrêter là. Des questions d'intelligence, mais pas seulement sur... il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas comprendre. Sur ce qui se passe en ce moment au Balkan, en général. Oui, mais bien sûr. Alors, bon, il faut que je prenne des précautions. Je vais voir quelles sont les réactions sur ma participation de ce soir. Car je ne l'ai pas caché, je l'ai annoncé à mes amis, je l'ai annoncé à un certain nombre de gens avec qui je travaille. Il y a une communauté militaire qui est solidaire de vous? Parce que ça existe d'ailleurs, une communauté militaire. Oui, il y a une communauté militaire et dans l'ensemble, elle a été solidaire de moi. Il y en a bien quelques-uns qui ont jeté l'anathème et les chrysanthèmes sur moi sans même savoir ce que j'avais fait, mais j'ai été très très agréablement surpris en sortant de voir que les amis que j'avais sont restés mes amis, y compris dans le civil, y compris en international, et que les militaires ne m'ont pas tourné le dos. Voilà. Donc ça c'est extrêmement important. Alors, il y en a qui me connaissent, donc ils se disent c'est pas possible que Bunel ait trahi. Alors il y en a qui se posent la question, qu'est-ce qu'on lui a fait pour qu'il en arrive là s'il a fait ça, en plus? C'est encore une marque de confiance. Il y en a beaucoup qui m'ont dit fais attention à toi. Et c'est vrai qu'il faut que je sois prudent. Et j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout parce qu'on m'a accusé d'être un traître. Je ne suis pas un traître. C'est quand même énorme, enfin, c'est insupportable, humainement. C'est monstrueux. On m'a suspendu de ma Légion d'honneur et de mon ordre national du mérite. Ma croix de guerre, on peut pas me l'enlever. La croix de guerre, et qui est l'équivalent croix de guerre que Marmy Schwarzkopf, on peut pas me l'enlever. Et je n'ai pas été les chercher, moi, dans les couloirs ministériels. Voilà. Je suis particulièrement ulcéré de cette mesure, qui a été prise en respectant la présomption d'innocence. Hein, le chancelier de la... C'est une suspension. C'est une suspension. Mais je vois certains artistes dont les condamnations ont été tout à fait publiques dans les années 50 pour des crimes. Parce qu'ils traînaient un peu partout, c'est ça. Par exemple. Et qu'ils arborent sur les scènes leur ordre national du mérite en rosette sur canapé, ou leur Légion d'honneur. Alors... les gens vivent comme ils veulent. Mais à partir du moment où quelqu'un a eu une condamnation, effectivement, qui me paraît infamante, je comprends. Ah ben, je comprends pas que moi, on m'ait suspendu. On m'ait suspendu alors que rien n'est prouvé et que je tiens quand même à souligner qu'après avoir étudié mon dossier et avant d'en être dessaisi pour des raisons de procédure, un juge d'instruction a dit, et il l'a dit à Éric Colomer de Canal+, qu'il a répété sur la chaîne, j'ai la cassette, ce juge d'instruction a dit, jamais cette affaire n'aurait dû finir sur un bureau de juge d'instruction, elle devait se régler entre militaires. Voilà. Bien, mon commandant, merci. Donc, c'est convenu, si vous jugez que vous pouvez le faire, oui, vous revenez avec nous comme consultant sur les affaires qui intéressent particulièrement aussi Michel Blanza et qui sont, à mon avis, concernent, comme on dit, beaucoup plus que ce qu'on appelle trop facilement la politique étrangère. Il faut comprendre que maintenant, ces choses-là, ces questions-là, sont absolument centrales
est essentiel pour la survie de notre peuple et pour la survie de notre civilisation. Ce qui se passe aujourd'hui en Serbie, en Bulgarie, en Irak, ce qui se passe en Turquie d'une autre manière, ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est quelque chose qui nous concerne directement. Rwanda même, oui. Ce sont des choses, n'est-ce pas, qui nous concernent directement. Donc je serais particulièrement fier et heureux, comme on dit, que vous veniez nous apporter vos lumières tout à fait particulières sur ces questions-là. Sachant bien que de toute manière, je reste un officier, mais c'est entendu, que je reste un patriote, et donc je le dis pour les gens qui m'écoutent, parce que des tas de gens vous écoutent de tous bords. Jamais je n'ai trahi la France, jamais je ne la trahirai, et je ne trahirai pas non plus les camarades de combat que j'ai eus. Ce n'est absolument pas contre les militaires de l'OTAN, même américains, parce que j'ai été élevé sous 3 drapeaux, moi j'adore les États-Unis. Je n'aime pas l'administration Clinton, mais ça c'est autre chose. Je ne trahirai pas ces camarades. Je suis particulièrement fier d'avoir été décoré par le général Schwarzkopf et des lettres qu'il m'a adressées. Je suis particulièrement fier d'une lettre que m'a adressée, bien avant ces histoires, Monsieur Chevènement, que j'ai vu agir dans une période qui lui était très difficile moralement, et j'ai là acquis le plus grand respect pour lui. Je ne vais pas faire tout l'éventail des gens pour qui j'ai du respect. J'ai du respect pour les hommes d'État, même de quelque bord qu'ils soient, parce qu'ils sont difficiles à trouver. C'est bien ce qui nous sépare. Donc vous voyez, vous pouvez participer à cette émission sans être considéré comme lié en quoi que ce soit au dangereux personnage que je suis. Et moi, je serais toujours très content de vous recevoir comme d'abord comme un officier français, voilà, patriote et un spécialiste des questions qui nous intéressent. Eh bien, écoutez, je vous remercie. J'aurai toujours plaisir à revenir si je peux vous être utile. Merci, mon commandant.